que le regard qu'on a posé sur moi depuis le départ, je pense que ça donne quelque chose dans la vie. J'ai appris à prendre tout comme une chance. J'ai voulu travailler. Et quand je disais ça, on me dit, mais enfin, tu n'as pas besoin de travailler. J'ai dit, mais ce n'est pas par besoin, c'est pour être utile aux autres. J'ai un caractère un peu passionné pour beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de choses m'intéressent. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Pour moi, la notion de plaisir est quelque chose d'essentiel. Derrière la guerre, on dormait quand on pouvait. Du coup, prendre un café et rentrer dormir, pour moi, c'est banal. Le corps humain est une machine fabuleuse qui est programmée pour vivre jusqu'à 120 ans. Ça, les gens l'oublient. C'est exactement comme il y a un bébé quand il arrive à la naissance et que je dis aux parents qui ont peur de tout, même de le porter, même de le tenir, je leur dis, mais c'est très solide. Je suis quelqu'un de très sensuel. Donc, si tu veux, pour moi, la cuisine rassemble énormément de sensualité. Tu as le goût, les couleurs, les senteurs. Ça me repose énormément après une journée de consultation d'être en cuisine. Rien ne me fait plus plaisir qu'une table avec des amis autour et des personnes, ou alors aller à la rencontre des autres. Ne tiens pas trop compte de la vie des autres. Va où ton cœur te porte. À 50 ans, tout commence. On peut se permettre plein de choses. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noah Baz. Ballotté toute sa vie entre les pays et les guerres, entre Liban, Syrie, Suisse et France, Noah a appris très tôt à savourer l'instant présent. Célèbre pédiatre libanaise, diplômée des hautes études du goût et de la gastronomie et auteur à succès, Noah est tout en dualité. Cette multipasse, comme j'aime à l'appeler, suit ses envies avec gourmandise. Et tout lui réussit. Curieuse, voluptueuse, engagée, c'est en mélangeant les saveurs que Noah pimente sa vie. En plus de sa vocation de pédiatre et sa carrière d'auteur culinaire, elle soigne les enfants défavorisés au Liban avec l'association Les Petits Soleils qu'elle a fondée en 1996. Celle qui a pris conscience très jeune que la vie peut basculer en un instant, prend chaque événement comme une chance et a fait le choix du bonheur. Selon elle, à 50 ans, tout commence. Cette sagesse, elle nous la partage dans cet épisode et nous livre ses recettes pour se débarrasser du poids du regard des autres, se faire passer en priorité, se nourrir et se guérir. Son mantra, va où ton cœur te porte. Bonjour Noah. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. J'ai la chance donc de t'accueillir grâce à Amanda Castillo qui nous a mis en contact. Que vous pouvez retrouver dans l'épisode numéro 9 de ce podcast, 50 ans et toutes mes dents. Donc je suis vraiment joyeuse et j'ai bien choisi mon mot puisque la joie c'est un mot qui te caractérise et qui fait partie de ton choix. Je suis joyeuse vraiment de t'accueillir aujourd'hui parce que voilà, tu as plein de choses à partager, plein de choses utiles. Notamment pour toutes les femmes et peut-être d'ailleurs les hommes qui nous écoutent autour de ce passage donc de la cinquantaine. Alors déjà, pour commencer, j'ai toujours cette question traditionnelle sur ton parcours. Donc toi, tu es née à Alep, tu as une mère suisse et un père libanais. J'avais. Pardon ? J'avais. Tu avais, pardon. Ouais.
Donc qu'est-ce que tu as envie de nous partager, des moments clés de ton parcours, qui nous permettraient donc d'en savoir un petit peu plus sur toi? Hem, que je suis née dans une famille où j'étais l'aînée, chez un couple qui attendait impatiemment d'avoir un enfant depuis 8 ans. Donc le regard qu'on a posé sur moi depuis le départ, je pense que ça donne quelque chose dans la vie. Pas seulement le regard, mais tous les enfants du monde sont attendus, tu vois ce que je veux dire? Ils sont même idéalisés. Donc ça peut être quelque chose de très positif, ça peut être aussi quelque chose de très lourd à porter. Si je dis ça, si je précise que donc l'aîné, être très attendu, on attend énormément de choses de toi en retour aussi. Donc moi, j'avais une exigence d'excellence qui m'a poursuivie depuis que je suis enfant. L'air de rien, tu vois? On me demandait, beaucoup. J'étais déjà grande alors que j'étais encore enfant. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense, qui m'a responsabilisée beaucoup, très jeune, mais qui m'a aussi donné beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que je suis née, il y a eu 3 autres après moi en très peu de temps et j'ai été élevée et ça aussi c'est une chance. J'ai appris à prendre tout comme une chance, en fait. J'ai été élevée par une multitude de personnes. Ma mère, évidemment, beaucoup la première année, mais après, elle est tombée très vite enceinte, donc il y a eu un autre bébé qui est arrivé. Mon grand-père, pour qui j'avais une adoration totale, et je crois qu'il m'a énormément appris. Et mon père, qui était également passionné, qui m'a transmis beaucoup de son caractère et de sa passion de la vie. Mmh. Voilà. Alors déjà, c'est intéressant parce que on se découvre, hein, et j'ai déjà des résonances, qui arrivent. Donc je suis aussi l'aînée. Hem, je comprends tout à fait ce que c'est, ce que ça veut dire et en termes d'attente aussi, en termes, comme tu me dis, de responsabilité. Responsabilité qu'on nous met et peut-être aussi responsabilité qu'on se met. Moi, j'ai une sœur, qui a, 10 ans et demi de différence avec moi, qui est née, avec une maladie, heu, rare. Donc c'est vrai qu'il y a ce rôle aussi, qu'on prend, hein, de responsable et où on est assez vite dans le care, en fait, ce qui peut derrière, nous influencer sur le reste de notre vie. Et quand tu parles de ton grand-père, moi j'avais un grand-père, que j'adorais, bon, qui est mort quand j'avais 7 ans. Mais c'est intéressant de voilà, déjà de Eh de ben, de voir certaines résonances, et j'en ai une autre pour plus tard que je te dirai après, que en faisant des recherches sur toi, j'ai trouvé. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est ce qui se passe dans enfin ce qui peut-être te construit, hein. Hem et Certainement parce qu'en fait, comment on dit? Ce cette responsabilité qu'on te donne te pousse aussi à toi chercher des modèles, des images, des personnes et un jour, j'ai un copain de classe, enfin en 1re année de médecine, et il me dit: «Mais c'est marrant, mais tu lis énormément, de livres, de portraits de femmes». N'oublie pas que je suis née, Karine, dans une région du monde où la place du patriarcat est énorme et où les femmes, n'ont pas l'émancipation, même jusqu'aujourd'hui, qu'on peut avoir en Europe. Et c'était très intéressant pour moi d'avoir les 2 côtés du monde, les 2 versants du monde, même si j'ai été élevée dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel, voilà, éducation, catholique, religieuse, piano, danse, maîtrise de l'anglais très jeune avec des cours particuliers. Hem, j'ai toujours eu conscience que, la si tu veux, la première personne qui m'avait donné des ailes, c'était mon père. Parce qu'il avait dépassé toutes les idées reçues concernant les femmes orientales dont le premier rôle était de donner la vie et d'être des épouses et de bonnes épouses, tu vois ce que je veux dire? Et de bonnes mères. Lui, il m'a dit: «Oui, bah, d'accord, ça OK, mais
tu peux aussi, en tant que femme, faire des études, faire ce que tu veux. Et ça a été quelque chose, dans le du milieu où je viens, très conservateur, très bourgeois, hyper, voilà. J'ai voulu travailler et quand je disais ça, on me dit: Mais enfin, tu as pas besoin de travailler». J'ai dit: «Mais ce n'est pas par besoin, c'est pour être utile aux autres». Je crois que le fait d'être aîné et de vouloir, être utile quelque part, c'est pas indissociable. Mmh. C'est-à-dire, je voulais rendre les autres heureux. Tu as parlé de joie, donc c'est vrai que pour moi, la joie est hyper importante parce que je trouve que dans le monde gris où nous vivons aujourd'hui, où tout est fait pour nous démoraliser, on met la télé le matin, les catastrophes, s'il y en a pas sur place, ils vont aller les chercher de l'autre côté du monde. Mais te plomber la journée, ils sont champions. Il y a quand même je sais pas, on peut commencer, un journal télévisé évidemment, il faut être dans l'urgence, être dans la réalité, ancré tout ce que tu veux dans ce qui se passe. Malheureusement, c'est vrai que le monde n'est pas toujours, joyeux, mais il y a plein de très belles histoires de joie, de solidarité, d'humanité et moi je les cherche parce que j'ai gardé, je crois, beaucoup d'enfance en moi et notamment le don de s'émerveiller de tout. Donc si tu veux garder ce côté de s'émerveiller le matin, voilà, en se disant que la vie, heu, peut être joyeuse et je crois que dans mon parcours, comme tu me l'as, re donc enfin posé comme question, il y a pas seulement la naissance et le fait d'être l'aîné, il y a aussi la guerre que j'ai vécue et je l'ai vécue de plein pied par choix. C'est-à-dire, c'est vrai que tu ne choisis pas ta naissance, tu ne choisis pas ton lieu de naissance. Je suis née dans une région sismique politiquement, sismique, il y a toutes des révolutions. Donc, enfant, j'ai connu que des révolutions, que des voilà. C'est vrai qu'avoir connu la guerre, mais avoir connu les bombardements, la guerre, ça a été, une expérience incroyable. Ça m'a poussée à concrétiser cette idée que j'ai toujours eue de créer une association pour aider l'enfance. Heu et il y a aussi l'exil qui est important parce que j'ai connu un premier exil d'Alep à Beyrouth, ensuite un deuxième de Beyrouth en Europe. On passait notre temps dans les valises, c'est-à-dire c'était, une accalmie à Beyrouth, bon, on restait 15 jours et puis dès qu'il y avait un bombardement, on se retrouvait à Paris. Quand il faisait vraiment trop froid, trop gris, que ma mère en avait marre. C'était pas tu vois ce que je veux dire? Tu aurais pu te dire une Européenne, bah, elle est très bien en Europe. En fait, non, le soleil lui manquait et nous revenions, donc si tu veux, Et j'ai ça, passé qu'est-ce que ça t'a appris? C'est ça m'a appris qu'il y a beaucoup de personnes météo-sensibles et que on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui ont un soleil dans la tête toute l'année et qui sont joyeuses de naissance et que notre aptitude au bonheur n'est pas pareille pour tout le monde. Et ça m'a appris aussi qu'on est responsable quelque part de son propre bien-être et de son propre bonheur. C'est-à-dire, il faut se créer une coquille dans laquelle, ce que si tu veux, beaucoup de choses peuvent t'atteindre. Je parle pas physiquement de la guerre, je parle aussi de personnes, d'attitudes psychologiquement aussi. psychologiquement, de mauvais des personnes qui sont pas forcément gentilles. Alors on m'a appris très jeune enfant à m'en protéger, parce que, j'avais 2 ans d'avance à l'école. Enfin voilà, si tu veux, j'étais typiquement l'enfant, précoce, qui à l'école, était un peu le chouchou des profs, qui, avait tous les premiers prix, autant le dire, hein, comme ça après je suis tranquille et ça ne me faisait pas que des amis. Donc si tu veux, pendant mon parcours scolaire, j'avais essayé une année même de doubler, de redoubler. Je ne faisais plus rien en classe parce que si tu veux, cette étiquette, que les profs me mettaient avant même que je n'arrive, dans un si tu veux en CM2 voilà, avant même d'arriver, en classe, j'avais déjà cette étiquette: «Oh elle est, vous pouvez compter sur elle», donc
Quand il y avait, par exemple, tu sais, des personnes qui venaient contrôler le niveau de l'école et tout, c'est moi qu'on mettait en premier. Bon, et cette image, à la fin, c'était un peu lourd à Mmh. l'adolescence. J'avais dans ma classe des filles qui avaient 5 ans de plus que moi. Je ne sais pas si tu réalises, quand tu as 11 ans et que tu as en face de toi des personnes de 16 ans qui fument, qui se maquillent en cachette, qui portent des talons et que toi, tu ressembles, alors pas en taille parce que j'étais grande côté taille, mais si tu veux, j'étais encore enfant quelque part. Euh, c'est assez difficile. Donc, il y a eu un prof un peu plus intelligent que les autres, curieusement, le prof de maths qui a dit côté scolaire, c'est incroyable, mais euh, donnez-lui le temps. Donnez-lui le temps, tu vois. Et quand il s'est agi de choisir après, parce que dans le temps, on faisait scientifique ou littéraire, je ne sais pas si tu te souviens. Complètement. Donc, quand il a fallu choisir l'école, j'étais à l'Assomption, donc les Sœurs de l'Assomption, euh, et- qui étaient très fières. Que bon, j'ai été première au bac après, donc si tu veux, il y avait des motifs pour me pousser côté scolaire, mais il y a eu une bataille rangée quand il s'est agi de choisir une carrière, en tout cas une direction. Et je me souviens, il y avait eu une grande réunion avec la directrice de l'école, mes parents, tous les profs. Et, euh, et mon père a eu l'intelligence de leur dire, alors les profs de scientifiques tiraient pour que je fasse côté scientifique, et les littéraires disaient non, elle peut vraiment, elle écrit, enfin voilà, elle pourra écrire et tout. Et mon père a dit, mais si on lui demandait son avis et voir ce qu'elle a envie de faire, et je n'oublierai jamais, j'avais 13 ans, non, j'avais 12 ans, et j'ai dit, c'est assez phénoménal, parce qu'à 12 ans, je passais mon brevet. Donc, je leur ai dit, je vais être médecin. Qu'est-ce qui, selon toi, a motivé ça? Et d'ailleurs, tu es devenue pédiatre. Qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir pédiatre? Alors, certainement, le goût des autres, ça c'est sûr, le goût des enfants, le fait d'être l'aîné, le fait d'avoir subi un exil enfant et d'avoir vu beaucoup de tristesse autour de moi, j'avais envie de donner de la joie en faisant quelque chose qui puisse aider beaucoup de monde. Et pourquoi l'enfance? Peut-être parce que l'enfance, c'est parier sur l'avenir. Et donc, c'est en montrant une route à un enfant, on peut peut-être susciter des réactions qui sont positives pour le monde. Tu vois, par exemple, moi, donc j'ai créé les Petits Soleils il y a maintenant bientôt 27 ans. Et quand je soigne un enfant et qu'il me dit, mais moi, plus tard, j'ai envie également d'aider les autres, la boucle est Hmm. bouclée. Et je Donc, juste suis pour préciser, les petits soleils, euh, l'idée c'est ça, hein, c'est de donner des chances égalitaires à tous les enfants en termes de santé. C'est ça en la termes mission? de santé et d'apprentissage spécial, c'est-à-dire les enfants à besoins spéciaux qui sont souvent laissés pour compte, très culpabilisants pour la maman, surtout, en tout cas en Orient, et qui n'ont pas toujours des chances. Enfin, si tu veux, au Levant, il n'y a pas d'institution qui fonctionne étatiquement comme c'est le cas en France et en Europe. Donc, si tu veux, c'est très lourd. Et je voulais donner une égalité de chance dans mon idéal qui m'a fait choisir les études de médecine. Hmm, ok. Voilà. Et donc, en 2009, hein, autour de 2009, tu décides de te diplômer des hautes études du goût et de la gastronomie. Euh, et 2009, tu as quel âge? Alors, 2009, j'ai 47 ans. Hmm. 40, oui, c'est ça. Et donc, je me dis, 46 ans et quelques, enfin 47 ans, et je me dis, bon, j'ai fait mes preuves en tant que pédiatrie, enfin en tant que pédiatre, voilà.
J'ai un caractère un peu passionné pour beaucoup de choses. C'est-à-dire beaucoup de choses m'intéressent. Comme je lis énormément, il y a beaucoup de choses, beaucoup de voyages dans les livres que j'ai découverts. Le fait d'être née gourmande, c'est une autre histoire parce que, je suis très gourmande, je m'intéresse énormément à la nourriture et je me rends compte de ce pouvoir extraordinaire, hem, qui a si tu veux, que la nourriture a pour rassembler, pour donner de la joie. On mange 3 fois par jour, ça rend tout le monde heureux, ça nourrit, c'est notre première médecine Oui, finalement. c'est ça, c'est la Donc nourriture, c'est notre premier médicament. c'est notre 1re médecine et je me disais tout le temps: «Les médecins passent leur temps à prescrire, allez, un coup de vitamine, allez, on va donner ça», mais ils ne prennent pas le temps d'écouter que mange un enfant, comment sa maman le nourrit, quelles sont les habitudes de la maison et là, je alors, c'est certainement parce que je commençais à avoir énormément d'adolescents dans mes consultations et que je me rendais compte qu'à l'adolescence, il fallait surtout être comme les autres. Donc, c'est des enfants qui s'avalaient 3 McDo, 2 Coca. Non, manger, c'est pas ça. Alors, le fait d'avoir eu une maman suisse, c'est pas seulement par le fait qu'elle était suisse, c'était quelqu'un qui s'intéressait de façon très délicate à la nourriture. Et un père qui était fou de nourriture, très fin, si tu veux, doseur. Il n'avait pas le temps évidemment d'être en cuisine, hein, bon, ingénieur, supélec, surdiplômé, nommé à un moment donné ministre des Travaux publics, qu'il a refusé à cause du régime qui s'était mis en place. Mais il dirigeait tout en cuisine, c'est-à-dire il donnait un peu le cap de ce qui se faisait en cuisine. Et nous avions des personnes qui étaient là pour cuisiner et tout, mais c'est lui qui donnait le ton. Et mon grand-père surtout, c'est lui qui a, en enfreignant tous les interdits, on n'avait pas le droit de sortir de la maison quand j'étais toute petite parce que le risque de révolution faisait que mes parents avaient peur, qu'il y ait quelque chose qui éclate dans la rue, tu comprends? Mmh. Surtout qu'ils avaient beaucoup de temps à avoir des enfants et tout. Donc il y avait plein d'interdits. Mon enfance a été pavée d'interdits. Il fallait pas sortir dans les souks pour ne pas se perdre. Il fallait pas, côtoyer, telle personne, parce que c'était pas la même éducation, enfin des choses, d'un autre temps. Et mon grand-père, lui, était beaucoup plus cool, hein, et il disait: «Non, non, la vie, ça s'apprend aussi à l'extérieur, pas seulement dans les livres et les profs à la maison et tout ça, non». Et donc il m'emmenait avec lui quand il allait chercher des petites gourmandises. J'écoutais les histoires, j'étais baignée dans les sons, parce que les sons d'un marché, c'est magnifique, tu as les gens qui échangent sur l'origine de leurs produits, tu as cette bonhomie, cette joie du partage qui est spontanée en plein milieu de la rue et tout. J'ai toujours adoré ça et dès que je pouvais m'échapper après adulte, la street food, comment j'allais explorer tout ça. Bah, nous étions par exemple, pour nos 25 ans de mariage avec, mon mari en Inde, hein, avec un groupe d'amis. Évidemment dans un circuit très, policé, on va dire, Mmh. très prisé avec des guides, des endroits fabuleux qu'on montre aux touristes. Moi, j'avais envie de connaître la vraie vie de tous les jours et ça faisait éclater de rire tout le monde. Je leur ai dit, mais ils me disaient: «Mais tu vas attraper des gastro-entérites, des trucs?» Je dis: Mmh. «Non, non, pas du tout». Donc j'aimais me faufiler entre les gens, aller goûter les choses, tu vois? Et Et donc tu fais ta thèse, qui alors s'appelle j'ai donc fait «La ma thèse. transmission du goût aux enfants» et là, on vient te chercher pour en faire un livre, c'est ça? Oui, c'est-à-dire déjà, ils étaient très étonnés à l'université de Reims de mon parcours. Il y avait des personnes qui étaient là, qui étaient, intéressées, si tu veux, par la carrière par exemple, de l'hôtellerie, qui voulaient, par exemple, être responsables de tout ce qui est food and beverage dans les hôtels, tout ce qui était nourriture. Il y avait des photographes culinaires, il y avait des personnes qui,
venaient ici par curiosité. Il y avait des femmes qui étaient un petit peu oisives, qui venaient du Venezuela, ou parce que le prestige de la France dans la gastronomie, et puis l'aura de la France, et puis le cordon bleu, tout ça, ça les faisait rêver. Moi, ils étaient très étonnés qu'un médecin soit là. Et je disais, mais c'est la première médecine de l'homme, ce qu'il mange. Et le sujet de ma thèse les a intéressés parce que j'ai eu le courage de dénoncer beaucoup de choses dans l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire tous les ajouts, tous les additifs, tous les trucs artificiels, tout ce qu'il fallait fuir. Tu vois, il y a quelques jours à la télé, j'entends l'aspartame dangereux pour la santé. Mais moi, j'ai été élevée avec cette notion, c'est-à-dire que tout ce qui était saccharine et aspartame et faux sucre et tout ça, c'était à la poubelle, il fallait pas. Mange moins, mais mange des choses naturelles. Et ça, c'est mon cheval de bataille au quotidien. Donc du coup, ma thèse, quand j'ai dit la transmission du goût aux enfants pour que ça fasse sens avec la pédiatre que je suis, ça les a énormément intéressés. Donc ma thèse a eu un prix et ils m'ont encouragée, ils m'ont poussée vers l'écriture, gentiment mais sûrement, en me disant: «Tu devrais écrire, ce serait utile pour beaucoup de personnes puisque tu vas être utile» et en même temps, j'avais déjà créé les petits soleils et j'ai écrit Un petit soleil dans votre cuisine. Ma thèse est devenue Un petit soleil dans Mmh. votre cuisine et c'était une très belle aventure que nous avons tournée avec des patients à moi, avec ma petite fille qui venait de naître, qui avait, 1 an et demi, 18 mois, tu vois? Et donc j'ai imprimé ce livre, je l'ai vendu au profit des Petits Soleils. On a pu équiper 2 enfants sourds de naissance avec ce que le livre a donné et du coup, il y a eu un article dans plusieurs journaux, dans Le Figaro, dans plein, plein, plein d'endroits et Albin Michel est venu me chercher pour, raconter cette aventure en me disant, pourquoi vous n'écrirez pas l'aventure des petits soleils? Vous avez carte blanche. Évidemment, on m'a un peu guidée sur les sentiers de l'écriture, romancée, tout ça dans le sens, alors, une condition, c'était alors on m'a proposé d'écrire le livre et j'ai dit: «Il n'est pas question, c'est moi qui écris chaque virgule de ce Ah, on livre». t'a proposé que quelqu'un l'écrive pour toi, c'est Voilà ça? Mmh. et ça, j'ai dit: «Mais il est hors question. C'est moi qui écris, c'est une expérience et tout ça». Ils m'ont dit: «OK, tu as carte Et blanche». est-ce que c'est le livre «Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur»? Et cette phrase, c'est une phrase d'Albert Camus. Et Oui, pourquoi ce titre? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que c'est la maison c'est moi d'édition? qui Est-ce que l'ai c'est tous les choisi. 2? Non, 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 c'est moi qui l'ai choisi. Nous étions en train de déjeuner justement avec l'éditrice que j'adore et elle goûte et elle dit: «Ah comme c'est bon et tout». Je dis: «Oui, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur». Elle me regarde. Elle me dit: «Mais c'est toi ça?» Je dis: «Oui, c'est 100% comme ça que je vois la vie». Elle m'a dit: «Mais attends, on va en fai» je dis: «Oui, on va en faire un titre s'il te convient. Moi, ça me va très bien». Pourquoi je dis ça? Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur parce que nous sommes élevés dans un monde où, les gens qui sont plutôt nés du bon côté, qui ont les moyens, qui ont truc, déjà ils sont un peu ostracisés et moi je dis: «Non» parce que c'est une façon d'aider les autres. Si v Enfin, quand on a cette mentalité, je reconnais que peut-être tout le monde n'a pas cette façon de voir la vie. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur parce qu'à chaque fois que j'étais de garde sous les bombes et qu'il y avait un épisode calme, j'allais faire la fête avec mes copains. J'avais 20 ans, donc 20 ans, 21 ans, tu as envie de sortir, de faire la fête, voilà et je n'ai jamais eu honte d'afficher le bonheur. Il y a des gens qui se cachent. Pour vivre heureux, vivons cachés. Non, moi non. Évidemment, on ne passe pas son temps à raconter ce qu'on fait, c'est ridicule. Mais si on peut faire passer un message de bien-être, pourquoi ne pas le faire? Et alors toi, par rapport à ça, hem, on va venir ensuite, hein, non, on va y venir tout de suite d'ailleurs, tiens. Ce qui est intéressant, par rapport à ton parcours et par rapport à tes connaissances et par rapport aux personnes qui écoutent ce podcast,
c'est, tu l'as dit toi-même, hein, tu l'as dit, l'alimentation est notre 1er médicament. Donc qu'est-ce que tu conseillerais à des femmes, puisque quand même c'est spécialement tourné pour des femmes, qui abordent la ménopause, qui abordent la cinquantaine, hein, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de régime? Alors régime, je l'entends, régime, qu'est-ce qu'on mange par régime? On perd du poids, hein. Qu'est-ce qui est important pour toi, à partager à ce niveau-là? C'est marrant parce qu'il y a une personne qui m'a appelée il y a encore 2 jours, en me disant qu'elle était en périménopause, qu'elle était complètement affolée, qu'elle ne savait pas quoi faire. Il se trouve que cette personne est journaliste, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce qu'elle a un regard sur la vie qui est, elle est également née d'une double culture. Elle était complètement affolée. Entre l'Orient qui lui disait: «Il faut absolument que tu prennes des hormones, un supplément hormonal, sinon tu vas perdre tous tes signes de féminité», et entre l'Occident qui disait: «Ah non, mollo, on va vers les plantes, tout ce qui est machin et tout». Ah, j'ai dit: «Écoute, d'abord tu commences par choisir ton alimentation de façon qui te fasse plaisir». Pour moi, la notion de plaisir est quelque chose d'essentiel. Le régime, on ne peut pas faire de régime, on ne peut pas imposer un régime à quelqu'un en lui disant tu vas manger des pois chiches 3 fois par jour s'il déteste ça. Dans tout régime qui est logique, on commence par privilégier, évidemment, si c'est la crème chantilly et puis les gâteaux toute la journée, non, on explique que dans le plaisir, on choisit des plantes et des aliments amis. C'est-à-dire, je lui ai expliqué, par exemple, que les graines de tournesol étaient bourrées de cuivre, de magnésium, que pour l'immunité, c'était fabuleux et pour le moral également. Je lui ai expliqué que dans l'eau de Vichy, il y a du lithium qui est un stabilisant naturel de l'humeur et Dieu sait si à la ménopause, il y a Des hauts ce et des bas. voilà, exactement. Donc, l'eau de Vichy, de temps en temps, si elle n'est pas hypertendue, si la personne n'a pas de l'hypertension, c'est un produit entièrement naturel qui est fait enfin, d'eau naturelle. Quand tu dis au niveau de l'hypertension, c'est il faut pas que ça soit trop salé, c'est ça? OK. Absolument, parce que l'eau de Vichy est très salée, très bicarbonatée, donc en fait, il faut faire attention à ça et ne pas en prendre, plus d'un verre, tous les 2 jours. Même pas du tout, ça dépend du degré d'hypertension. Attention, là, on va pas rentrer dans les prescriptions un peu, farfelues. La Salvetat, par exemple, il y a pas de sel dedans, mais je cite des marques parce qu'il Mmh. faut qu'il y ait un appui quand même. Donc le lithium, on le trouve essentiellement donc dans l'eau de boisson, dans l'eau du robinet aussi, ça dépend des régions où elle se trouve. Il y en a des traces et ça se trouve également dans, certains fruits. Il y en a dans la banane, il y en a dans les fruits secs, il faut faire attention au choix de ce qu'on mange. Je lui dis par exemple: «Tu commences ta journée, si tu n'aimes pas les yaourts, tu ne manges pas de yaourt, tu manges, si tu préfères un fruit, tu commences par les fruits». L'essentiel est de te faire plaisir, de ne pas faire d'excès. Moi personnellement, je n'ai jamais fumé. L'alcool, c'est pas quelque chose que j'aime, à la folie, je ne me prive pas si je ne prends pas d'alcool à un dîner. J'essaye de remplacer ça par quelque chose qui me fait plaisir. Par exemple, j'aime bien le champagne, quelques bulles de temps en temps, j'aime beaucoup ça même, parce que la fête, voilà, c'est festif, c'est de la joie. Je déteste tout ce qui est boisson gazeuse, donc sucre, à outrance, ça c'est franchement, c'est une des bases d'ailleurs de mon régime. J'aime bien l'eau de coco que je trouve, amicale, efficace, apaisante. Mmh. J'aime l'eau en général, Donc l'eau. toi tu dis il faut se connecter à son plaisir évidemment avant tout. Ça veut dire ce que Voilà. j'entends, c'est s'écouter et voir, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qui est bon pour soi. Maintenant, est-ce qu'il y a quand même des choses,
importante à savoir. Alors moi, j'ai entendu que à partir de la ménopause, il y a besoin d'augmenter son apport en protéines parce que ce qui est très important, c'est de garder sa capacité musculaire. Et d'ailleurs, c'est pour tout le monde, hein. Et en fait, j'avais entendu que pour les hommes, c'est l'inverse, c'est-à-dire il faut baisser son apport en protéines alors que plus jeunes, ils augmentent leur apport en protéines. Et pour les femmes, c'est l'inverse, c'est augmenter justement son apport en protéines. Est-ce que ça, tu es d'accord avec ça? Alors déjà, je vais te raconter quelque chose qui va te faire très plaisir, Karine. Sache que l'andropause chez les hommes commence à 30 ans. Voilà, et donc ça, Bien c'est plus tôt intéressant de le dire parce que ça, on n'en parle mais pas pas. du tout, Les hein. gens n'en parlent pas du tout. Mmh. L'andropause chez les hommes commence plus tôt que la ménopause chez les femmes. Mais la culture dans laquelle nous avons été élevés avec un patriarcat pour qui tout s'est permis, enfin les hommes, un homme de 80 ans qui est avec une minette de 25 ou de 30 ans, les gens ne sont pas choqués. Par contre, l'inverse choque. Et moi, j'ai jamais, Harold and Maude, je ne sais pas si tu as vu le film, bon, qui était un peu caricatural, mais bon, c'est une histoire qui a quand même existé. Et je dis d'abord, l'amour n'a pas d'âge. Pour revenir à l'andropause et à la ménopause, donc les hommes commencent leur chute hormonale, testostérone et tout ça à 30 ans. Nous, c'est plus tard. C'est sûr que chez nous, il faut lutter contre la fonte musculaire. Mais ce n'est pas uniquement en mangeant des protéines. C'est en montant les escaliers à pied, en refusant de prendre les ascenseurs, sauf quand on habite au 30e étage, bon ça c'est différent, en privilégiant la marche à pied, Donc en augmenter son activité physique. c'est ça, augmenter son activité physique en se musclant. Faire de la danse quand on a envie de faire une activité. Moi, par exemple, je commence ma journée en dansant. Je mets de la musique, je danse, je m'étire en même temps, je fais des exercices d'assouplissement sans mm, le poids de savoir que c'est un cours auquel je vais. On peut aller faire un cours de yoga ou de ce qu'on veut à côté. Le yoga, par exemple, est quelque chose Moi, je fais beaucoup de yoga. Mmh. que j'adore. La première fois que j'en ai fait, je me suis endormie pendant le cours. Bon, on ne doit pas La faire la même chose deuxième comme yoga. voilà, la deuxième fois, tout le cours a suivi avec moi une appendicite aiguë, donc je me suis dit que peut-être que les cours collectifs ne collaient pas vraiment avec mon agenda de médecin, donc j'ai pris un coach à la maison qui venait me donner des cours de yoga. Nous en faisons tous à la maison. Ma fille enceinte à Londres, a une appli qu'elle branche sur sa télé, enfin je sais pas quoi, on n'a pas besoin d'avoir une personne physique, mais il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour être dans le bien-être sans s'apesantir, sans se plomber l'agenda avec des Mmh. cours obligatoires et tout ça. Donc voilà, donc le Donc matin, l'activité moi, physique, voilà, bonne activité activité physique, physique. Et si je reviens sur les protéines, il y a quand même, aussi, tout un débat sur comment choisir des protéines de qualité. Toi, par exemple, il y a un grand débat sur la viande, hein. Qu'est-ce que tu en penses de ça? moi j'adore l'œuf et j'aime beaucoup une bonne viande de temps en temps, j'adore. J'ai aucun souci avec la viande. Par contre, il faut bien la choisir. Les viandes d'élevage sont bourrées d'antibiotiques et d'hormones, tout comme les produits laitiers d'ailleurs. Qu'il faut choisir plutôt bio parce qu'il y a moins de traitements autour. Et il faut s'écouter. Par exemple, c'est très drôle, mais à un moment donné, moi qui adore les glaces, les desserts lactés, je me suis rendu compte que je supportais beaucoup moins bien les produits lactés. Comment tu t'en es rendu compte? Je m'en suis rendu compte parce que j'adore les yaourts, par exemple, depuis que je suis enfant, tout ce qui est dessert, crème caramel, tout ça, je ne les digérais plus. Je mettais 2 jours à les digérer, ça me donnait des migraines, des ballonnements et je me suis dit: «C'est drôle, c'est quelque chose, de nouveau». Et j'ai rajouté des probiotiques, j'ai à mon régime, donc je prends un comprimé de probiotiques par jour parce que si tu veux, le microbiote intestinal, devient quand même beaucoup plus paresseux avec l'âge et qu'il faut le booster. Alors évidemment, on le booste en mangeant des dattes, des bananes, tout ce qui est bon pour le microbiote, les asperges. Alors, oui, donc ça m'intéresse parce que ça m'intéresse fortement. Donc c'est quoi? Dattes, bananes, quoi d'autre? Les dattes, c'est super. Les Ouais. dattes, il y a
tu peux remplacer à la limite, je vais pas dire trop de bêtises, mais les dattes, c'est tellement riche en calcium, ça peut remplacer. Heureusement, pour les personnes intolérantes au lactose, par exemple, et aux produits laitiers, et ça peut arriver, on prend des dattes, on prend des bananes, on prend il faut prendre ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas les brocolis, ne t'impose pas le brocoli. Le quinoa qui a été très à la mode et qui l'est toujours, personnellement, j'adore parce que sa teneur protéique est bien plus importante que le blé et que tu as 23 protéines qui reproduisent le séquençage de la viande. Moi, le quinoa 3 fois par semaine, tu es tranquille à tous les points de vue. Tu as tes protéines, tu as du fer, tu as d'excellents minéraux dans le quinoa. Il faut juste le rincer 5 fois quand tu l'achètes en vrac parce qu'il y a une petite pellicule amère autour qui peut être parfois toxique et qui n'est pas bien tolérée. Mais une fois que tu as dépassé, c'est pour ça que par exemple, je me méfie du quinoa tout prêt, déjà cuit. Mmh. J'achète jamais parce que je ne sais pas s'ils l'ont lavé ou pas. Je préfère le faire chez moi à la maison en début de semaine. Ça se garde très bien pendant toute la semaine et à cette base de quinoa que tu peux rajouter dans un wok en mettant des légumes et tout, tu peux t'amuser, tu rajoutes des graines de tournesol, des graines de courge, des noix de cajou qui sont excellentes aussi pour la santé féminine, les noix tout court sont excellentes pour le cœur, pour justement pour la concentration, pour la mémoire. Et tu vois, la nature nous a donné plein de choses. Il ne faut pas être obsédé par un régime spécial. Moi, ça me fait rigoler tous ces régimes qu'on vend à longueur de semaine à la télé ou dans les applis sur Instagram, on voit défiler plein de régimes. Les Nutri-Score me font énormément rigoler aussi parce que ça a été établi pour faciliter la diffusion de l'agroalimentaire et donner bonne conscience aux gens, mais ils ne sont pas toujours logiques, les Nutri-Score. Ça me fait rire quand j'entends, par exemple, surtout les papas, quand ils sont très concernés. Ah, moi, si je vois Nutri-Score A, je fonce et j'achète. Et quand je lui fais remarquer que dans une marque de surgelés très connue, le poisson pané et le cabillaud nature ont tous les deux le Nutri-Score A et que c'est impossible. C'est impossible parce qu'un poisson pané, par définition, on met du sucre, on met une panure, on met du pain, on met du gluten. Il ne peut pas avoir un Nutri-Score A. Et en plus, il a été déjà frit une fois avant et tout. Et c'est là qu'il se dit, ah oui, c'est vrai, finalement, c'est peut-être pas tout à fait excellent. Ça peut aider à perdre du poids pour les personnes qui doivent perdre du poids. Ça peut être une boussole, un guide dans un supermarché, mais moi, je conseille plutôt de lire la composition des aliments. C'est 10 fois plus important pour moi. Mmh. Et Savoir reconnaître, par exemple, c'est très à la mode, là, ça vient de sortir encore, tous ces sucres qui fermentent à l'intérieur de l'intestin qu'il faut fuir, comme les oligosaccharides. alors ça justement, il y a un vrai débat sur, il faut Ouais. absolument limiter le sucre parce que c'est un méga poison, c'est un aliment, principal du cancer. Enfin, il y a vraiment plein de choses Oui, oui, ce sont qui des idées qui sont circulent ouais, qui sont partout. communiquées là-dessus. Euh, Il y a différents types de sucres. bien sûr. Quels sont les sucres parce que, OK, c'est peut-être, l'aliment favori du cancer, mais c'est aussi l'aliment favori du cerveau. Donc, quels sont les sucres à privilégier? Alors, les sucres naturels, par exemple, le sucre complet de canne, qu'on trouve dans tous les magasins d'alimentation. Le sucre complet, moi, parce que d'abord, le pouvoir sucrant est bien plus important et il en faut très peu. J'aime beaucoup le sirop d'érable, personnellement, que je rajoute à un yaourt ou à un fromage blanc maintenant parce que je le supporte mieux que le yaourt, ou sur une crêpe. J'aime beaucoup le sirop d'érable et dans les années à venir, le sirop d'érable va même être utilisé, alors écoute bien, pour, le diabète, pour contrer le diabète. Comment c'est C'est possible ça? Comment alors co c'est comment du possible parce sucre arrive à contrer alors, le diabète? voilà, alors parce que le sucre est complexe. C'est-à-dire que le corps met beaucoup plus de temps à le couper en petites chaînes comestibles, alors que le sucre blanc, ça a Il est été assimilé tout de développé suite, ouais. tout de suite et ça donne un pic Bah, glycémique, ce qu'on d appelle ouais. l'index glycémique très élevé. Par exemple, moi,
quand j'entends une personne qui me dit: «Ah non, 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 le sucre, il faut faire attention» et qui met 3 sucres dans son café, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. C'est par là que ça commence. Thé, café, habituez-vous à les prendre sans sucre. Mangez à la rigueur une date avec le café. Vous allez avoir le goût sucré, mais vous n'allez pas euh, avoir une montée Ouais. glycémique, tu vois. Et essayez avec un café, parce que le café et l'alcool à la ménopause, tu as tout de suite une décharge à la fois d'adrénaline on le sent. On est couvert de sueur, les personnes, moi je les vois souvent. Euh, Tout ça pour te dire que la première chose à faire, c'est de s'écouter soi-même et de savoir qu'est-ce qui te convient et de ce qui ne te convient pas. Et à propos du miel, parce que moi, je n'ai absolument aucun sucre dans mes placards parce que, enfin, Mais tu j'en as du mange pas miel. plus que ça. Mais j'adore le miel. Alors, le miel, est-ce que c'est OK? Mais le miel, c'est du 100% sucre. Les gens oublient ça maintenant, c'est un sucre avec des bienfaits. C'est-à-dire que le miel est quelque chose qui est bourré de nutriments, de minéraux, qui est excellent pour l'immunité, c'est un probiotique naturel. Tu sais qu'on peut faire lever du pain avec du miel, hein. C'est excellent le miel, mais alors déjà, il faut le choisir bio, Mhm. que les pesticides se retrouvent tous à l'intérieur du miel. Les études sont faites chaque année pour ça. Et il faut le prendre le plus foncé possible. C'est-à-dire, un miel de forêt sera plus fort au goût, plus âpre, beaucoup plus riche en minéraux. Si on le supporte, c'est très bien. Ça n'empêche pas qu'on peut prendre. Moi, personnellement, c'est le miel de lavande qui me convient très, très bien, ou le miel d'oranger, Mhm. Moi, que je j'adore trouve. le miel c'est un peu fort, hein, mais le miel de romarin, j'adore Ah oui, ça. C'est aussi. assez fort, mais et le miel de fleurs aussi, je trouve ça. Mais c'est Alors, vrai les que miels. alors du coup, les crémeux, par exemple, les miels crémeux, c'est à proscrire, c'est ça? Ah oui, oui, parce que là, tu sais ils ont jeté 5 kilos de sucre blanc aux abeilles qui les ont butinées. Ça, c'est ce que j'appelle les miels d'élevage. Mhm. Donc, il faut aussi tu vois, les proscrire. Le miel de romarin, s'il est bio, c'est parfait. Sinon, c'est malheureusement souvent des miels qui sont faits comme ça industriellement et auxquels on rajoute un arôme. Oui, bon, donc j'entends qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment privilégier le bio. Sourcé, sourcé, Sourcer, sourcé. sourcer, sourcer et une autre question aussi, toujours, autour de, comment faire de la nourriture ton premier médicament. Au niveau inflammatoire, quels seraient les aliments, privilégiés anti-inflammatoires selon toi? Alors, le curcuma, c'est le champion toute catégorie. Ça, c'est un aliment anti-inflammatoire champion. Ensuite, tu as tous les oléagineux. Dans les oléagineux, il y a les fruits secs, comme la noix de cajou, la noix, comme je t'ai dit et tout, et il y a les fruits. Et dans les fruits, avocats et bananes, qui sont d'ailleurs de la même famille, sont des anti-inflammatoires naturels. Un jour où tu n'es pas très bien, tu prends un avocat, ton intestin te dira Ouais, merci, moi parce que j'en mange tout le temps, j'en mange tout le temps, avocat, banane. pas trop, et jamais être dans l'excès, pas tout le temps, parce que tu vas arriver à un moment donné, tu ne vas plus le tolérer. Alors c'est intéressant parce que moi j'essaye vraiment, tu vois, de m'écouter et ça veut Mmh. dire que je vais au marché et je suis pas en mode, «Tiens aujourd'hui je vais, heu» je suis vraiment mon intuition Oui, c'est très bien. et des fois je me dis parce que justement, j'adore manger des bananes et des avocats et donc à l'inverse, je me dis: «Est-ce qu'en fait, je suis pas justement en terrain inflammé qui fait que j'ai envie et que j'ai besoin de ce type d'aliment?» Tu vois? C'est pas grave. Si tu le sais, ça va changer quelque chose chez toi? Non, mais des fois je Ça me t'angoisse? non, mais je me dis, c'est un signe de quelque chose, en fait, d'avoir envie de tel et tel aliment. Tu vois? Plutôt que de se dire: «Je vais acheter ça, juste, parce qu'il paraît que c'est bon et cetera. On m'a dit qu'il fallait absolument». Moi, je suis plutôt en mode, bon, j'y vais et aujourd'hui, j'ai envie de manger quoi? Il y a des moments alors moi, l'été, je pourrais me transformer en tomate mozza, même si je sais que la mozzarella, en termes d'apport, c'est nul. Mais j'adore C'est les pas tomates, par si tu exemple. les tomates, c'est très bien,
c'est un fruit, qui a beaucoup de bons côtés, sauf que la tomate, pour assimiler les bienfaits de la tomate et les polyphénols, il faut mettre un corps gras. Donc si tu manges la L'huile tomate, d'olive. ah Moi, je bah suis du voilà, sud, tu ça sais, donc moi, moi c'est à l'huile aussi, d'olive, hein. moi je carbure à l'huile d'olive, alors c'est pareil. À la tomate, je vais rajouter du sumac, C'est qui est quoi? une alors le sumac, c'est une épice, qui pousse partout dans le sud de la France, partout dans les pays chauds en fait, qui a le plus haut indice, antioxydant au monde, Comment ça AROC. s'écrit? Sumac, S-U-M-A-C. Tumac. Sumac. Sumac. C'est une plante rouge, il faut faire très attention et également à sa provenance parce que très souvent, ce que tu achètes en supermarché, c'est pas de la bonne qualité et tout. Je t'enverrai, quelques marques dans laquelle tu pourras choisir et si, on se croise à un moment donné, ben, je t'en offrirai parce que le sumac, j'adore. Ça rentre dans la composition d'un mélange, d'un condiment avec lequel j'ai été élevée, comme tous les Levantins et les Libanais, c'est le za'atar. Le za'atar, c'est un mélange de sésame, de graines de sésame, de sumac et d'origan. Excellent pour l'immunité. Maintenant, on aime le goût ou on n'aime pas. Ça aussi, je te dis, il y a des personnes qui trouvent que le za'atar est un petit peu amer et qui n'aiment pas en manger. Mais toi qui aimes l'huile d'olive, tu mets un peu de za'atar, tu rajoutes de l'huile d'olive. Le matin, moi, c'est mon petit déjeuner, quasiment tous les jours. Tu te fais Je le des mets. tartines à ça? Ah oui, oui. Ah oui, tout le temps et même, pas seulement des tartines, je le mets dans mes céréales. Mmh. Par exemple, j'aime beaucoup l'avoine, qui est un aliment génial pour la ménopause. Donc À le lait tout d'avoine, tu pas recommandes? la céréale. Les laits Ah. végétaux, je ne suis pas très amie. J'aime pas trop les laits végétaux parce que quand tu regardes l'apport nutritionnel et l'apport protéique, tout ça, c'est pas très intéressant. Par contre, les flocons d'avoine tels quels, alors tu peux les torréfier au Mmh. four, tu peux leur ajouter des graines de courge, tu peux mettre un tout petit peu d'huile d'olive ou d'huile de coco qui est très à la mode parce qu'elle a eu un succès fou, parce qu'on a prétendu que l'huile de coco, n'était pas absorbée par le corps humain et donc ça faisait glisser les aliments et on prenait pas du poids. Ça, c'est une des Mmh. légendes régulièrement et alors j'écoute et je dis: «Ah bon? C'est quand même du gras saturé et l'huile de coco, ce que vous êtes en train de fuir en disant le palm oil, tout ce qui est huile de palme, non, mais c'est ça l'huile de palme, c'est pareil. L'huile de coco, c'est 1 degré de moins si tu veux. Ça a été extrait dans le meilleur des cas, dans le meilleur des produits, ça a été extrait à froid, mais dès que tu chauffes une huile, de coco, ça devient de l'huile de palme, il faut pas rêver. Donc évidemment pour l'industrie alimentaire, c'est beaucoup plus, Vendeur. ren Mmh. mais l'huile d'olive reste à l'huile d'olive, c'est très bien. Moi, je te dis, il faut choisir avec soin son alimentation, éviter l'excès de café et d'excitants, éviter l'alcool tout en se faisant plaisir avec un verre d'alcool de temps en temps, voir comment son corps réagit à l'alcool. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui, pense vin avant le mets. Tu vois, les accords mets et vin, par Mmh. exemple, études, moi, j'étais beaucoup plus branchée mets que vin. Étonnamment, je me suis prise d'amour fou pour les vins rouges, mais tanniques. Tu vois, ça, c'est arrivé vers 50 ans et plus le vin était tannique, ça me donnait la pêche et il passait très bien. Alors qu'avant, un fond de verre, c'était une migraine pendant 3 jours avant la ménopause. Mmh. Et donc quelles sont les tes clés pour maintenir ta vitalité? Alors, un excellent sommeil, ça dès que j'ai sommeil, je rentre dormir. Je suis pas même si tu veux, je suis une dormeuse, même si les gens, parfois, sont très étonnés parce que j'ai beaucoup de nuits d'astreinte en tant que pédiatre. Il m'arrive parfois de ne dormir que 3 ou 4 heures par nuit. Donc toi, tu as quand même appris ça, hein, à dormir, peu par rapport au cycle justement professionnel? Oui, et puis la guerre m'a beaucoup appris. C'est-à-dire la guerre, on dormait quand on pouvait. Du coup,
Prendre un café et rentrer dormir, pour moi, c'est banal. C'est pas quelque chose, tu vois, le corps a ça d'extraordinaire. Le corps humain est une machine fabuleuse, qui est programmée pour vivre jusqu'à 120 ans. Ça, les gens l'oublient. C'est exactement comme il y a un bébé quand il arrive à la naissance et que je dis aux parents qui ont peur de tout, même de le porter, même de le tenir, je leur dis: «Mais c'est très solide. Un enfant, c'est hyper solide, Ça les jambes sont». rebondit. Non, mais je te jure, d'abord ça rebondit. On dit que c'est fragile. Oui, pour certaines choses, pas du tout pour autre chose. Pourquoi Et je pourquoi c'est solide? Pourquoi tu dis que c'est solide, du coup, un enfant? Le système immunitaire d'un bébé à la naissance est blindé. Il a reçu de sa mère, toute une immunité extraordinaire jusqu'à l'âge de 6 mois. Moi, je te parle du bébé normal, bien fini, tout ça. C'est une machine incroyable et après, heu, à partir de 6 mois, il va faire son propre code immunitaire. Donc en fait, c'est pour ça que les enfants sont abonnés aux rhinites, bronchites, otites, gastroentérites, toutes les ites qui font que, les parents ont l'impression que ça n'arrête jamais et je leur dis: «Mais c'est normal parce qu'ils sont en train de se faire leur valise immunitaire, jusqu'à l'âge de 5 ans et après vous pouvez les lâcher n'importe où dans la vie et avec tout ce qu'ils ont reçu et à la fois côté immunitaire et tout ce qu'ils ont appris et compris, et voilà, ils peuvent se lancer dans la vie. De toute façon, le petit de l'homme arrive au monde et de la femme, donc le petit être humain, il arrive avec une mémoire déjà, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est-à-dire de tout ce qui nous ont précédés, tout ce que le cerveau humain a mémorisé instinctivement, et qu'il a assimilé avant d'arriver au monde. Par exemple, un bébé n'aime pas la mer. Pourquoi? L'amertume est quelque chose que les enfants ne repoussent à la naissance. Pourquoi? Parce que dans le temps, au Moyen Âge, tous les poisons qui étaient Mmh. administrés avaient un goût amer. Donc, le petit de l'homme arrive au monde et il a enregistré que l'amertume était liée au danger. Donc, en fait, instinctivement, il va se tourner vers le gras et le sucré. Et super parce que le lait de mer est gras et sucré à la naissance. Il n'a pas bon goût, hein, et c'est plutôt acidulé et tout, mais c'est une machine incroyable. Moi, conseille à toutes les femmes d'allaiter si jamais elles nous écoutent, même si on parle de ménopause, parce que c'est un très beau cadeau qu'on peut faire à un enfant et ça lui fait transmettre les goûts, la vie, la joie, le côté qu'une maman est de bonne humeur. Le lait maternel, ce n'est pas comme élever un enfant en batterie ou en poulet en batterie où on lui donne du lait maternisé qui est très correct côté, composition, mais qui ne véhicule pas les émotions, qui ne véhicule pas le goût, qui ne véhicule pas plein de choses positives, hein. Mmh. Donc c'est important et Donc si je reviens sur, comment tu fais pour maintenir ta vitalité, donc le sommeil déjà super important, vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre? mange. Je m'éloigne de la malveillance. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et qui est hyper reposant. Je regarde vraiment le Je m'efforce, en tout cas tous les jours, parce qu'il ne faut pas être idiot non plus, hein, la méchanceté, ça existe, la malveillance, ça existe. J'ai appris à m'éloigner de tout ça. Pour moi, je considère que c'est une perte de temps et j'admire les autres. Je salue un un projet, par exemple, qui a été mené à bien par quelqu'un, je vais l'applaudir, le féliciter. Alors, c'est peut-être une chance, mais il y a un sentiment que je n'ai jamais connu et qui, paraît-il, est très féminin, c'est la jalousie. Je n'ai jamais été jaloux de personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire et quand je le dis, je le souligne parce que c'est vraiment comme ça. Je n'ai jamais regardé ce que quelqu'un d'autre a Tu as jamais et eu, envie, en fait? non, l'envie est L'envie. quelque chose qui j'ai envie de plein de Oui, choses, mais mais tu vois, mais quand tu de pas envies quelqu'un ou faire quand en tu mmh. voilà et ça, on me dit: «C'est typiquement français». Je dis: «Non, c'est typiquement humain», je pense, Qu'est-ce qui est heu, typiquement français? D'être jaloux? d'être envieux et c'est C'est le intéressant. Figaro qui l'a écrit il y a pas longtemps. Mmh. J'ai lu l'article, j'étais très étonnée de lire ça. Il paraît que,
Par exemple, il donnait l'exemple de que les Français sont tout le temps là à se dire: «Ah le salaud, comment il a fait pour avoir cette super voiture?» alors que l'américain dira, c'est caricatural, mais c'était écrit comme ça, l'américain se dit: «I'm going to work and I got it», je vais travailler et je l'aurai, et ils disent que dans la mentalité, française, c'est, les signes extérieurs de richesse sont tabous. Hier, par exemple, il y avait une campagne de diffamation envers Bernard Arnault qui était orchestrée par les réseaux sociaux. Tu as peut-être vu ça passer. Je trouvais ça odieux. Heu, Tu sais ce que les autres ont, ils l'ont eu par leur travail, par leur héritage, par je ne sais pas quoi. Mais s'ils en font profiter les autres dans le sens, partage, pourquoi pas? Mmh. J'ai jamais regardé ce que quelqu'un a et que d'autres n'ont pas. Tu sais, j'ai l'habitude de soigner, des enfants de rois, je vais le dire, la famille royale saoudienne, les Émirats, tout ça, bon. J'ai jamais, je ne me suis jamais posé la question par rapport à leur mode de vie, comment ils vivent. Moi, pour moi, c'est déjà cauchemardesque d'avoir, 3 gardes du corps chaque fois que tu sors de chez toi. Donc, je ne je sais pas, chacun doit se contenter de ce qu'il a dans la vie, c'est déjà une première source de bonheur, et 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 donc ça, puis ça ce que je pourrais entendre, c'est que ça fait aussi partie de comment tu maintiens ta vitalité et ma ta vitalité, joie, la puisque tu dis culture. que, enfin, ce que je pourrais entendre, c'est que ta joie enfin, ta source, pardon, de vitalité numéro une, c'est la joie. Ah oui, 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 c'est la joie et c'est la essayer de la trouver partout. Moi, j'ai par exemple, j'adore être en cuisine et cuisiner, préparer un plat. C'est, je trouve que bon, je comprends, je respecte le fait que pour certaines femmes, ça soit une corvée, ou qu'elles n'aiment pas ça. Je peux comprendre personnellement, je n'aime pas la couture, par exemple, tu vois? Mais je trouve que cuisiner, quand on ne cuisine pas, on se prive de senteurs, je suis très sensuelle. Je suis quelqu'un de très sensuel. Donc si tu veux, pour moi, la cuisine rassemble énormément de sensualité. Tu as le goût, les couleurs, les senteurs, ça me repose énormément après une journée de consultation d'être en cuisine, de faire, un peu, torréfier mes épices ou des pignons, ou je les mange comme ça, avant même de les incorporer dans le plat. Et C'est la très joie, ça sensuel. fait partie, tu sais, des 4 émotions et tu le disais tout à l'heure, la joie, c'est en fait la caractéristique de la joie, c'est une émotion qu'on a besoin de partager et Ah donc oui, ce qui est oui, intéressant, c'est ça, c'est que tu dis ce que tu aimes aussi avec cette joie de la cuisine, hein, c'est le partage. oui, absolument. C'est le partage, c'est rien ne me fait plus plaisir qu'une table avec des amis autour, et des personnes, ou alors aller à la rencontre des autres, découvrir quelqu'un quand tu partages un plat avec lui ou un repas avec lui, je trouve ça fabuleux. Mmh. C'est Et pour ça que donc coutumes des autres, les traditions. C'est beaucoup mieux connaître quelqu'un quand tu sais ce qu'il mange. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Bria, ça va, hein? mmh, hem, en regardant en arrière, quel serait le conseil que tu te donnerais, si tu te regardais toi à 45 ans? Heu, Ne tiens pas trop compte de la vie des autres. Voilà ce que je me donnerais comme conseil. C'est-à-dire, je ne je f va où ton cœur te porte. C'est le titre d'un livre que j'avais lu. J'avais pas 40 ans encore, c'est une Italienne qui a écrit je crois que c'est le conseil que je me donnerais. Honnêtement, je changerais rien d'autre. Par exemple, il y a quelque chose qui est arrivé, j'ai arrêté de conduire, je n'ai plus envie de conduire, parce que je trouvais que c'était stressant, il faut dire qu'au Liban, c'est les chauffeurs libanais, ce sont des virtuoses, hein, c'est, de l'incivilité, j'ai obtenu mon permis de conduire en Suisse. Donc en fait, quand tu J'ai vas habité en Suisse, je vois très bien ce dont tu parles, c'est-à-dire voilà, qu'en termes de c'était respect, hyper
compliqué et après quand tu vois la facilité avec laquelle les gens, balancent les lois et tout, heu, voilà, par exemple, à 45 ans, j'ai décidé de ne plus conduire. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à écrire parce que j'écris tous mes livres sur un téléphone. Ça fait rire énormément de gens, mais comme je ne conduis pas, donc j'ai le temps dans les embouteillages, j'écris partout, dans les avions, dans les trains, et ça a été une liberté extraordinaire. Donc Voilà. va où le cœur te porte, OK. Va où ton cœur te porte, écoute-toi. Donc puisque la vie continue et qu'être en mode projet, c'est aussi ce qui nous maintient, Oh oui. en vie et dans l'envie, quel est ton prochain challenge? Ouh! Alors, alors il y en a 2. Il y a les 10 ans du Praisirial que j'ai, fondé il y a, en 2024, ça fera 10 ans et qui va donner lieu à des festivités sur 3 jours avec un colloque méditerranéen. Donc qu'est-ce que c'est que ce prix? Alors c'est un prix qui récompense chaque année un ouvrage francophone qui raconte une belle histoire de tradition ou de transmission culinaire, heu, en, hem, en ouvrant les yeux sur la gastronomie culture. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose si tu veux, qui raconte un pays, qui raconte une famille, qui raconte une personne à travers, un livre. On vient de dire, ce que tu m'as alors mon challenge est de faire entrer ça dans les écoles. C'est-à-dire, j'ai envie qu'un cours moi, en arrivant en Suisse pendant la guerre, on avait, un cours qui s'appelait, 1 heure par semaine de culture culinaire. J'ai encore le livre à la maison. Hem, on nous expliquait si tu veux, une espèce de mode d'emploi des aliments. Et ça, je pense que c'est mon projet. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre ça au programme scolaire, d'apprendre le plaisir de la table aux enfants, que ce ne soit pas seulement parler de l'obésité, de toutes les contraintes et de tous les interdits, mais au contraire, leur apprendre le bien manger. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc ça, c'est ton premier challenge et tu m'as dit tu en as un deuxième. Ah bah, après le deuxième, c'est bon, de réaliser plein enfin si tu veux d'essayer de travailler pour, offrir à des femmes au Liban le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, parce qu'elles ne peuvent pas le faire pour l'instant, mais ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du militantisme, je ne vais pas dire politique, je déteste la politique, même si on a souvent essayé de m'impliquer là-dedans et de me pousser à des postes de responsabilité que j'ai toujours refusés. Peut-être que je finirai par accepter pour, si ça peut aider à faire progresser ce côté chez la femme. Mmh. Et l'autre truc, c'est justement apprendre la sérénité aux femmes, que non, à 50 ans, tout commence. Tout commence vraiment. C'est-à-dire les enfants sont grands, on est beaucoup plus libre de son emploi du temps, heu, on peut faire plein de choses, plein de choses. On peut se permettre plein de choses et à tous les plans. C'est-à-dire, sur le plan conjugal, le dialogue avec le mari devient beaucoup plus enfin, après, bon, moi, c'est peut-être un cas particulier aussi. C'est mon premier ami, donc si tu veux, mon mari est très présent, mais il a une écoute très sereine, c'est lui qui m'a poussée à continuer à travailler, alors que j'avais mes enfants, comme mon père. Alors qu'autour de moi, les femmes me disaient: «Mais tu n'as pas besoin de travailler, mais pourquoi tu travailles?» Et quand je leur disais: «Mais parce que c'est utile à d'autres personnes, parce que quand je vois un enfant gratuitement, quand je rends service à une maman qui élève seule un enfant en prenant à ma charge, la consultation et les soins et tout, ben ça me fait plaisir d'être utile». Voilà, c'est de montrer une voie différente. Mmh. Ça, c'est peut-être un challenge, que peut-être on ne comprend pas très bien encore, en Europe, mais qui me tient à cœur. Voilà.
Bon, beau challenge. Donc pour prolonger la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine, quelle femme inspirante tu me conseillerais d'inviter? Alors écoute, moi je t'ai dit Olivia de Lamberterie parce que, cette femme, on s'est connus virtuellement de façon tout à fait, par hasard sur Instagram. Heu, Elle s'est intéressée à ce que je fais de façon totalement bienveillante. Moi, je la voyais tous les jours, j'adore lire, donc j'étais pendue à ce qu'elle disait, je suivais souvent ses directives et tout. C'est une femme qui donne envie de lire, qui donne envie, d'ouvrir des portes, qui donne envie parce que de toute façon des livres, c'est des ailes, c'est des découvertes à chaque fois, c'est des voyages qu'on fait. Et puis Olivia, elle est dans sa belle cinquantaine, elle est grand-mère maintenant. Elle a eu la gentillesse, la bienveillance d'écrire la préface de «Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur». Mais franchement, ce qu'elle a écrit m'a bouleversée, parce qu'on ne s'était jamais vus. Et quand je raconte ça, les gens ne croient pas, mais je te promets que c'est l'histoire. On ne s'était jamais vus, on se connaissait en regardant l'Instagram l'une de l'autre. On s'était parlé 2 ou 3 fois au téléphone, oui, ça oui, par Messenger, mais elle m'avait envoyé, son premier livre qui est, avec mes meilleurs souvenirs. C'est ça, enfin il faut que je revoie le titre, il ne le met pas. Elle m'avait envoyé son bon, on a en partage, un décès douloureux de membres de notre fratrie. Elle, son frère, moi, ma sœur. Il y a des choses comme ça que tu ne comprends pas dans la vie, qui arrivent et tu te dis: «Mais pourquoi j'ai rencontré cette personne à ce moment-là?» C'est pour ça que je te dis: «Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous finalement». Mmh. Oh, j'ai rencontré cette personne à ce moment-là. Voilà. Bon, écoute, tu m'as mis l'eau à la bouche, donc j'ai hâte de la contacter, pour pouvoir, j'espère, l'interviewer. Noah, on va se quitter maintenant. Je te remercie. Merci. Les mots qui me viennent quand je t'entends, c'est joie, évidemment, c'est générosité, c'est gourmandise, et puis c'est solarité. C'est un mot que j'adore, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en tout cas pendant cette interview. Donc, merci beaucoup. Mais merci de toi, Karine. Moi, ta voix, tu me dis que tu es coach. Je trouve que tu as très bien choisi la voie que tu as prise parce que ta voix est déjà thérapeutique, comme je te l'ai dit en commençant notre rencontre, et que je sais pas, moi, il n'y a pas d'âge pour moi. Il y a l'âge finalement, c'est des chiffres. Ce qui fait quelqu'un, c'est qui il est, comment il se comporte par rapport à la vie, et je te mets 20 sur 20. Voilà. Je prends. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant